Belle bonjour Baz, comment est? Bonjour Nages, comment j'en ai passé? Ah, petite, depuis 5 heures du matin, m'a couru. C'est pas possible. Ah là là, je suis tellement désolée pour l'heure. Bon, littéralement, depuis 5 heures du matin, je suis en mouvement, faire des allers-retours et tout. J'avais pas mal de choses aujourd'hui. Mais c'est pour la bonne cause. Voilà. C'est pas, il n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles. C'est que, voilà, c'est que pour les affaires, la famille, tout ça. Donc, Bon voilà. ben, on est toujours dans la lutte, hein. C'est ça, chez moi tous les jours se ressemblent, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de lundi, chez moi. Franchement, j'étais en ligne avec une sœur tout à l'heure, j'ai dit ouais, elle m'a dit comment tu vas, je dis mais comment lundi, elle m'a dit mais on est dimanche. Ah oui, c'est vrai. Chaque jour se ressemble chez moi. C'est dingue. C'est dingue, c'est dingue. Les jours se suivent et se Euh, ressemblent, voilà. Exactement. Donc, une personne qui n'est pas présente sur le live aujourd'hui, mais par la suite pourra récupérer des extraits, soit sur la page TikTok, soit sur YouTube, et repartager, tu vois. Parce que l'objectif, c'est Ok. sensibiliser. Donc, uniquement en un live avec 10 personnes, je pense pas que c'est le plus, j'ai envie de dire, le plus intéressant, mais c'est pouvoir Qu'est-ce qu'on fait ensuite? C'est bien de parler, mais qu'est-ce qu'on fait après? C'est Et surtout sur le ça. plan pratique, qu'est-ce qu'on pose comme action? Qu'est-ce qu'on pose comme action, qu'est-ce qui est déjà en place, qu'est-ce qui se fait, et aussi en dehors du live, ben, les gens qui n'ont pas pu entendre, être informés, qu'est-ce qu'on fait pour ramener l'information à ces personnes-là. D'où les formats podcast que je fais parce que on passe beaucoup d'heures à parler, clairement, mais au moins l'effet d'avoir des liens que je peux renvoyer aux gens. Par exemple, moi, il y a plein de gens qui ne sont pas sur TikTok, tu vois, et qui sont au courant du podcast parce que c'est sur YouTube, tu vois. Donc, j'envoie le lien à des groupes channel, des channels Telegram, WhatsApp, etc. Et comme ça, les personnes puissent être informées, sensibilisées, en parler, parce que ces personnes-là qui sont concernées, ben, en fait, ils n'ont pas cette facilité que nous avons, cette possibilité de pouvoir faire des cris d'alerte. De toute façon, tu connais le sujet mieux que moi. Donc, moi, je suis que le vecteur qui essaye de rediffuser au maximum et de mettre en lumière les choses. Mais je sais que c'est toi qui vas nous édifier aujourd'hui. Mais bon. Bon ben, pour le moindre, je suis pas un expert, mais disons que j'ai travaillé pendant quelques années là-dessus. Et j'ai vécu, j'ai grandi dans un certain temps avec, et puis j'ai fait l'expérience, j'ai travaillé avec, en fait, j'ai aidé à remédier à ma façon et à mon niveau dans un certain temps. Donc, je me connais un petit peu pour y avoir vécu, expérimenté, puis travailler là-dessus. Donc, probablement qu'on va avoir d'autres personnes sur le live qui s'y connaissent assez bien. Donc, l'interaction va être assez animée et enrichissante, quoi. Voilà. Exact, exact. Donc c'est voilà, j'invite toute personne qui ont des questions. Faut pas hésiter parce que je me suis rendu compte que même des Haïtiens comme nous ne connaissaient pas, n'étaient pas au courant. Donc, les personnes qui ont des questions pourront poser leurs questions. Les personnes qui souhaitent intervenir parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont entendu parler, parce que ils l'ont vu. Parce que la dernière fois, j'ai des gens qui, c'est chez eux qu'ils avaient des restes avec. Des jeunes gens, leurs parents en avaient. Donc c'est sûr, ça fait partie des choses qui peut marquer quelqu'un quand à l'âge adulte, tu commences à comprendre que ben, chez toi, vous avez des personnes quasi mises en esclavage dans votre propre logement. Donc grandir avec cette ça et par la suite confronter sa famille parce que moi l'objectif vraiment c'est ça, c'est un jeune, une personne de notre génération qui a vu ça. Moi j'aimerais entendre quelqu'un qui me dit aujourd'hui j'ai confronté ma famille pour leur dire voilà ce que vous avez fait pendant une période, voilà ce que j'en pense, voilà pourquoi. Une personne de 15 ans, 16 ans, 17 ans qui voit arriver dans son foyer, chez ses parents, un enfant reste avec, qui puisse alerter son parent en disant mais ce que tu fais, c'est pas bien, tu vois. C'est vraiment l'objectif parce que les gens qui le font ou qui l'ont fait, comme je dis souvent, les vieilles personnes, on ne peut pas faire grand-chose avec ces personnes-là. Donc c'est pour ça que je fais le focus sur cette nouvelle génération parce que il y a beaucoup de choses avec notre génération, il faut que ça s'arrête.
il y a énormément de choses qui doivent mourir avec notre génération. Donc pour que ça meure avec notre génération, il faut qu'on arrive à mettre en place tout ce qu'il faut pour que la génération suivante ne continue pas en fait à pratiquer ces choses-là. Et pour cela, voilà, toute jeunesse, alertez vos foyers, alertez vos familles, alertez vos parents sur ce qui se passe, sur le voisinage qu'ils pratiquent, les membres de votre famille qui pratiquent, un ami dont vous connaissez le parent. Essayez en fait, essayez un minimum d'alerter et ne restez pas là juste assister. Voilà, ne restez pas comme des personnes, comme j'ai envie de dire, qui n'ont pas de pouvoir. Vous avez le pouvoir en fait de pouvoir alerter les gens. C'est vraiment le Ouais. message qu'on veut essayer de véhiculer aujourd'hui. En fait, ce qui arrive, c'est que le phénomène du reste avec est tellement profond et tellement ancré dans notre culture et dans notre société et remonte à tellement loin, loin que ça devient partie intégrante et ça devient tellement implicite dans notre culture, dans nos habitudes chez nous. Et si, en fait, c'est pas plus tard qu'il y a de cela peut-être quelques années que je me suis rendu compte que c'était pas seulement en Haïti, dans certains pays de la terre-mer aussi, donc c'est tout aussi implicite le fait déjà que ça relève de la même source, à savoir que l'esclavage. Si on remonte un petit peu, en fait, plus loin que ça dans l'histoire à travers l'esclavage et ça c'est devenu monnaie courante de notre société et la plupart du temps on grandit avec et sans s'en rendre compte hein, c'est juste qu'après c'est peut-être très loin en vieillissant en étant adulte qu'on s'est rendu compte que certaines personnes qui ont grandi avec nous ou qui ont fait partie de notre vie quotidienne ont grandi dans cette tradition de rester avec et on l'a développé aussi on l'a développé, on s'en est rendu compte peut-être très tard. Parce que en ce qui me concerne, je me rappelle quand j'étais enfant et bon, ma mère, elle avait cette culture, tu sais, chez nous, on s'occupe de l'enfant des voisins, des enfants du voisin, et on s'occupe aussi peut-être des enfants des rues. C'est-à-dire situation dans laquelle j'ai grandi parce que on était peut-être que deux ou trois dans la maison comme frères et sœurs. Et puis à un certain moment, et lorsque ma mère avait à séparer la nourriture. Donc, il y avait peut-être 10 petits plats qui en sortaient, c'est-à-dire des plats qui allaient chez les voisins et puis vice-versa. Mais à un certain moment aussi, c'est trouvé que j'ai grandi avec des personnes qui ne faisaient quasiment pas partie de ma famille, des enfants que ma mère a récupérés dans les rues, qui étaient en situation difficile, donc qui viennent dormir avec moi avec nous dans la maison et qui ont grandi avec nous, qui ont passé des années avec nous, mais qui ont aussi contribué euh, aux travaux quotidiens de la famille. Donc, ça fait partie aussi de notre culture. Ça devient tellement implicite qu'on s'en rend même pas compte et qu'on finit par s'y habituer. Mais dans un cadre beaucoup plus précis et plus spécifique, le phénomène du reste avec comme dit le nom, reste avec, donc c'est rester avec, ok? C'est un petit peu une sorte de diminutif de esclave, ok? Parce que c'est des gens qu'on finit par tout naturellement considérer comme à ton service et qui te servent vraiment comme du bénévolat gratuit et puis bien entendu qui doivent passer, subir certaines pressions ou bien peut-être certaines formes euh, de torture, si je peux employer le terme. Donc, au fil du temps, c'est quelque chose, si on doit vraiment restructurer ça dans un cadre légal qui ne relève pas vraiment de l'humanité. Ok, mais qui est surtout lié à des pays sous-développés, des pays en situation d'extrême difficulté et qu'on essaie de s'accommoder avec les relations humaines, si je peux le dire ainsi. Moi, dans ma carrière je ne peux pas, non, je vais pas parler de carrière, mais de préférence dans Déjà, ce à quoi j'étais engagé. j'aimerais bien Vas-y. que tu nous
pour les personnes qui ne te connaissent pas, que tu nous fasses un petit résumé de ce que tu as fait, de l'environnement dans lequel que tu as pu intervenir, qu'on puisse avoir une idée à peu près de voilà de qui tu es, parce que c'est pas pour rien qu'on est en train de parler aujourd'hui. Je t'ai rencontré sur les réseaux sociaux, tu n'es pas juste quelqu'un qui est sur TikTok. Voilà, donc je suis haïtien natif natal et là maintenant j'ai grandi en Haïti, et j'ai quasiment passé toute ma vie en Haïti. Et puis on parle de ce sujet-là maintenant parce que j'ai travaillé pendant au moins une quinzaine, une vingtaine d'années dans le domaine de assistance familiale et euh, euh, comment je dis, j'ai travaillé avec des enfants, que ce soit dans l'enseignement sur le plan artistique, parce que je suis plasticien. Donc, j'ai contribué pendant plusieurs années à réinsérer des enfants dans leur foyer original, dans leur foyer naturel, biologique. Et j'ai aussi fait du bénévolat pendant 8 ans et travaillé avec des organisations nationale et internationale sur la question de rester avec et aussi sur la protection des enfants et de réinsertion familiale. Donc, c'est un domaine qui m'est très cher, c'est un domaine qui me tient beaucoup à cœur. Donc, c'est un domaine sur lequel j'ai travaillé pendant quelques années. J'ai pu acquérir des connaissances, des informations et qui m'ont permis aussi d'établir et de travailler en parfaite collaboration avec d'autres organisations sur le terrain et à l'échelle internationale. Pour le présent moment, je suis coordonnateur adjoint d'une ONG, d'une organisation, d'une non-profit organization qui est légalement reconnue en Haïti et aux États-Unis. Et on a notre siège social en Haïti et aussi aux États-Unis à Massachusetts, Boston. Voilà. Waouh. Merci, merci. Bonjour à tous. Ma louange. Bonjour ma louange. Est-ce que tu souhaites monter sur le panel pour nous expliquer ou est-ce que tu as des questions en commentaire? N'hésite surtout pas. Et si elle veut monter, elle peut toujours monter. Si elle a des questions, et puis peut-être partager, échanger avec nous. Donc, la question du jour, c'est par rapport au reste avec en Haïti. La thématique principale, c'est ça. Et on aura à débattre là-dessus, comment ça se développe, comment on procède, et puis peut-être on aura à échanger sur l'expérience de certaines personnes et sur les témoignages que j'ai eus aussi dans mes enquêtes et dans mes investigations, parce qu'à un certain moment, on a eu à travailler en parfaite collaboration avec d'autres institutions dans le pays qui nous ont permis d'acquérir beaucoup d'informations et des ramifications qui sont liées au phénomène de reste avec. Voilà. Bonjour Malou, Impeccable. bonjour. Merci beaucoup. Bonjour à toutes les personnes qui arrivent. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas, comme j'ai quand même une communauté africaine aussi, les Reste avec, ce sont des enfants en moyenne 17 ans, si tu me corriges Beaucoup moins. au-dessus. Moins de 7 ans? C'est entre 5, 6 et 7 ans jusqu'à Voilà. plus. Ok. Et qui sont dans des... soit volontairement, on les emmène dans des familles. Ça peut être un membre de ta famille, ça peut être une tante, un oncle, etc., un cousin. Ta famille peut t'envoyer là-bas pour faire des études parce que tu es dans des zones rurales et tout. Ça te permet d'accéder à l'école. Ben, malheureusement, tu finis, reste avec. Ça peut être que tu as un parent qui a décédé, un membre de ta famille te récupère, il fait de toi un enfant, reste avec. Ça peut être des enfants orphelins, donc des personnes lambda va venir les adopter, va en faire des enfants, reste avec. Ouais, il y a énormément de contexte, mais en fait, la finalité, c'est que ce sont des enfants qui sont domestiqués, voilà, dans des familles dans lesquelles ils sont là pour faire tout, voilà, tout, de façon matérielle, faire les courses, faire manger, occuper des enfants plus jeunes, voire même plus âgés, nettoyage, voilà, tout ce qu'il y a à faire, sans rémunération, enfants en bas âge, sans repos, sans soins physiques, psychologiques,
sans éducation, beaucoup de violences physiques, beaucoup de violences verbales, psychologiques, sexuelles, bref, une calamité sans nom. Voilà, en gros, je sais même pas quoi. Il y a tellement de choses à mettre dedans que il y a la malnutrition, il y a qu'on appelle ça le mental dans lequel on va tellement formater cet enfant, et il se rend même pas compte que c'est pas normal. Ok, on Mais arrive il à y ce a niveau-là, aussi, donc il y a énormément de choses. ce qui arrive, c'est que il y a aussi cet aspect de reste avec interne aussi. Le phénomène de reste avec interne, c'est-à-dire c'est des enfants qui ont été réduits en reste avec dans leur propre famille. C'est-à-dire qui sont des enfants légitimes de la famille, qui sont réduits en reste avec, en une sorte de néo-esclavage. Vois-tu. Donc, c'est pour la plupart des témoignages que j'ai reçus et qui ont été assez pénibles. Dans... Moi, j'ai entendu le cas de l'enfant petit dehors, c'est-à-dire l'enfant, va dire le père qui a eu son enfant d'un précédent union, qui va le ramener dans le foyer, mais l'enfant va être maltraité. Tu veux me dire que dans le même foyer, il y a le père et la mère, un des enfants devient reste avec de ses frères et sœurs et de ses parents? C'est ça, exactement. Ce sont des enfants légitimes, naturels de la mère et du père qui vivent en état de reste avec. Je suis choquée. Effectivement. Et qui Je ont suis... pu subir des maltraitances. Et c'est même pas dans des zones reculées, hein, c'est la plupart dans la capitale. Attends. Non, là, je suis choquée. Ben oui, il y a pire. J'ai tous les cas. J'avais tous les cas. J'avais le cas de la fille qui s'est fait qui s'est fait domestiquer, mise en reste avec par sa grand-mère. J'ai eu le cas de la maman qui se retrouvait reste avec de ses frères et sœurs. Mhm. Mais le cas de ma mère fait de moi son reste avec de mes frères et sœurs et de mon père. Tout à fait. Tout à fait. Et tu sais, ce phénomène-là, c'est, comme je t'ai dit tantôt, c'est lié à tout un ensemble d'appareillages social et culturel et historique aussi. Ce qui arrive, c'est que c'est lié à notre condition sociale. Lorsque je parle de condition sociale, c'est par rapport à l'éducation. Un enfant, prenons le cas d'un enfant qui a grandi dans une famille qui n'est pas la sienne, et qui a grandi en tant que reste avec. Pendant 15 ans, 20 ans, cet enfant-là a grandi comme tel, mais dans toutes les situations qu'on connaît de pauvreté, de misère, d'ignorance, d'analphabétisme. Mais cet enfant-là, à 20, 25 ans, c'est plus un enfant, c'est un adulte. Et ça, il va avoir des enfants. Un adulte qui va avoir des enfants. Donc, comment penses-tu qu'il va élever ces enfants-là? Dans la même mentalité que lui, il a grandi. OK? Donc, qu'est-ce qui va arriver? On ne donne pas ce qu'on n'a pas. On donne ce qu'on a. Donc, et on dit que les coutumes ont la peau dure. On va reproduire ce même phénomène en ayant des enfants. Et ce qui arrive, c'est que le fait déjà que c'est un pays pauvre, et les situations sont extrêmement difficiles. Donc, ces gens-là vont avoir 3, 4 ou 5 enfants. 3, 4 ou 5 enfants. Et la plupart du temps, ce sont des femmes qui, en cherchant des situations, une amélioration, va s'engager dans des relations avec un homme, et juste pour les aider avec ces enfants-là. Et puis là, cet homme-là va lui donner un autre enfant. Donc, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est comme ça, il y a certaines personnes qui parlent de 2, 3, jusqu'à 5, 6 enfants. Donc, certainement, à un moment donné, il va y avoir un laisser-aller, un laisser-grainer dans la famille. À quel moment, dans cette famille-là, ils vont dire, OK, ce sera cette personne-là qui sera... comment ça se fait? Comment la personne se retrouve à être l'enfant qui va être l'esclave de ses frères et sœurs et de ses parents? Parce que si tu as 4-5 enfants, c'est quoi j'avais déjà critère, je sais même pas si on peut dire ça comme ça. Sous quel élément? C'est la personne... Ah, c'est même pas l'enfant qui serait peut-être plus facile à manipuler, plus facile à être...
non seulement l'enfant qui sera plus facile à manipuler, mais aussi peut-être le plus rebelle ou peut-être aussi le plus mal considéré et par rapport à celui qui est le plus docile ou celui qui est le plus offrant et le plus affectueux, histoire comme ça. Et puis peut-être euh, il y a tout un ensemble d'appareillages et de ramifications qui sont liés et par rapport au fait déjà que dès la base, il y a une difficulté sociale qui entre en jeu. Et puis, de l'autre côté, il va y avoir aussi des indications qui sont liées à la culture, aux élans émotionnels. Tout ça, c'est un ensemble d'appareillages qui va orienter tel type d'enfant vers une sorte de servilité et qui va au fur et à mesure par rapport aux préférences de la mère, aux préférences du père et pour un enfant ou pour un autre. Tout ça encore, comme je l'ai dit tantôt, c'est lié à l'éducation aussi. Parce que lorsqu'on a 3 ou 4 enfants, rien ne dit que sous critères de préférence émotionnelle ou de peut-être de plus clair, de teint plus clair, de plus haut, de plus costaud, l'autre va passer en second plan et de là étant va passer directement au stade de servilité. Donc, toutes ces questions-là, c'est des paramètres qui sont malheureusement évidents et existent dans notre société. Bien entendu, ça, c'est dans des cas spécifiques. Mais on a aussi la grande majorité des cas de Restavek qui sont liés à des enfants déportés. Quand je dis déportés, de déportation interne, qui viennent des provinces, des Ouais. familles très difficultés, dans des situations difficiles, qui envoient leurs enfants à Port-au-Prince pour des conditions de vie meilleures, et puis qui se sont retrouvés du jour au lendemain en situation de Restavek. Ça, c'est le cas que je connaissais le plus. C'est C'est le le cas cas standard. déporté, voilà, et le cas enfant orphelin. Voilà, les enfants de la rue. Oui. Mais il y a des choses beaucoup plus complexes que ça, de ce phénomène de rester avec. C'est le côté systématique, le côté systémique du rester avec. C'est devenu, comment dire, c'est quelque chose que euh, l'État ou les institutions étatiques ne se prononcent pas là-dessus. Et c'est certaines personnes, comme moi par exemple, et d'autres confrères et consoeurs, qui se sont sentis vraiment concernés et qui ont compris le côté néfaste et aberrant de ce phénomène, qui s'y sont intégrés et qui s'y sont impliqués pour travailler là-dessus. Comme moi, j'ai travaillé avec d'autres organisations et une organisation que je dirige maintenant, il y a eu Combit la Rosée que j'ai monté avec des amis. Et ça, on était surtout sensibilisés par les enfants des rues et trouver un moyen de leur porter secours. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé avec beaucoup d'enfants et la plupart des enfants des rues qui ont des mères et des pères. Nivlo, tu vas être choqué. Ce sont des enfants qui ont leur maman, qui ont leur papa et qui sont dans les rues à quémander. Comment se sont-ils retrouvés dans les rues? Ils sont envoyés par leur maman et leur papa. Ça, mais ça, je le savais. Et je sais qu'en France aussi, il y en a plein. Tu vois, les enfants, souvent, ils ont la petite pancarte roumain, ce genre de choses. Je vois beaucoup en France, malheureusement. Ça, à Haïti, je savais que les parents envoient leurs enfants dans la rue faire la mendicité et ramener l'argent à la maison. Mhm. C'est une forme de rester avec aussi. Exactement, ça, je le savais. Mais en fait, c'était plus le côté esclave domestique. Parce que là, c'est un peu, la famille est pauvre. Tout le monde, en fait, tout le monde est en train de chercher de l'argent dehors. Donc, je veux dire que les parents, eux, ils travaillent pas, ils cherchent pas l'argent, c'est les enfants qui cherchent l'argent, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. J'ai déjà vu les cas à Port-au-Prince, à Miragouane, à Fond-des-Nègres, bref. J'ai déjà vu des cas où des familles entières sont à la rue. C'est-à-dire que le père, la mère, etc., chacun se débrouille de son côté. Toute la famille est dans une situation de précarité totale. Déjà vu. Mais donc, on est malade, hein. Ouais. On est un peuple malade jusqu'à la moelle.
C'est pas possible. Donc C'est pour toi, ça que père je et te dis mère, que... Mhm. vous restez à la maison, tous les matins, vous envoyez les enfants faire de la mendicité pour vous ramener l'argent, mais vous, en fait, aucun mouvement de votre part pour contribuer financièrement à votre foyer. Quelque part, c'est lié aussi avec la situation de santé de certaines familles. Et certaines familles, certains pères sont malades et ils sont handicapés ou sont vieux aussi. Donc, tout naturellement, l'enfant qui a grandi dans ce milieu de reste avec, qui s'est retrouvé avec un papa ou une maman avec des difficultés de santé, ou peut-être aveugle, ou bien peut-être manchot, quelque chose comme ça, et va se voir obligé. C'est un enfant qui va déjà commencer à quémander autour de lui, dans le quartier, chez les voisins, des trucs comme ça, et puis il va être entraîné dans la rue à travers d'autres enfants qui l'auront vraiment invité à faire ce même mouvement. Et ces enfants-là vont être récupérés par des familles va leur, qui vont leur proposer de meilleures conditions de vie. Et cette meilleure condition de vie-là sera exactement une forme de reste avec. Donc, cet enfant-là n'aura pas d'autre choix que d'aller dans la famille, dans ces familles-là, faire du reste avec, et puis, bien entendu, apporter un peu de quelque chose dans la famille d'origine. Mais le cas le plus courant qu'on connaît, c'est le cas des enfants qui viennent des provinces, qui ont été récupérés par des tontons, par des tatis, et pour venir à Port-au-Prince et pour faire du reste avec. C'est le cas, le cliché standard. Mais ce cliché standard-là est devenu monnaie courante, est devenu tellement classique dans la société que ça passe comme une lettre à la poste. Donc personne ne se plaint, personne n'a rien à dire. Mon cas est, en termes d'intervention, est surtout après le goudou-goudou. Et au moment, on a commencé à travailler là-dessus, on s'est organisé sous forme d'institution, comme moi je te dis tout à l'heure, comme Bitlaouzé, qu'on a commencé à travailler avec les enfants des rues. Et puis de là étant, on a cherché des ressources pour pouvoir répondre à nos besoins de déplacement. Et c'est ainsi qu'on s'est engagé dans des ONG. On a eu à travailler en partenariat avec la police haïtienne, parce qu'il y a un département de la police haïtienne qui s'est spécialisé ou qui s'est engagé dans la protection des mineurs, ce qu'on appelle les BPM, Brigade de protection des mineurs, au moment où on a eu un programme exact de anti-domestique. C'est ça surtout, c'est installé entre notre institution, le Combit Laouzé, et d'autres organisations internationales qui nous a soutenus pour étendre le programme à un niveau beaucoup plus large. À un certain moment, on a eu à travailler dans ce programme-là à travers une organisation internationale sur le counter-trafficking, contre les trafics d'enfants. Donc, on était plutôt plus ou moins encadré en termes d'équipement. Et puis voilà qu'on a eu un programme beaucoup plus structuré. Ce qui arrive, c'est que dans ce programme-là, il fallait mener des investigations. D'abord, localiser ces enfants-là au niveau de Port-au-Prince, recruter les enfants, alors recruter les informations, établir dans un premier temps une identité de ces enfants-là. OK? Identifier ces enfants, et puis, à partir des informations recueillies de ces enfants-là, on devra aller sur le terrain pour retrouver ces parents-là. OK? Et ça, c'était inscrit dans le programme de réinsertion familiale. Dans ce programme-là, moi, j'étais beaucoup plus dans les provinces, parce que c'était ma préférence. On m'a envoyé dans les provinces à travers ce programme-là. Donc, pour identifier les vrais parents de ces enfants. Donc, j'ai eu une équipe à Port-au-Prince
qui recrutait ces enfants-là, collectionnait les informations de ces enfants et me transmettait ces informations dans le secteur où j'étais dans les provinces. Donc moi, je m'occupais plus du département du Sud-Est, qui s'étend de Jacmel, Akin jusqu'au Grand Sud. C'est tout le département du Sud-Est dont je m'occupais. Donc, tous les enfants qui ont été récupérés à Port-au-Prince, ma mission était d'investiguer auprès de leurs parents qui se trouvaient dans ces régions-là, identifier les parents et avoir les informations réelles, parce que la plupart du temps, ces enfants-là donnent des informations qu'ils ne se souviennent même pas, ou bien des informations qui ne sont pas liées spécifiquement à ces parents-là. Et puis, dès que je trouve les parents, la famille, et les vraies familles, les familles originales, à partir de ce moment-là, je transmets mes informations au bureau central qui vont effectivement m'envoyer tout ce qui a rapport avec l'assistance de ces enfants-là, donc à savoir AGR, PAF, programme d'assistance familiale, programme de réinsertion familiale, et puis bien entendu des programmes d'investigation après et réinsertion. Dans ce cadre-là, je dois aussi récupérer ces enfants-là. Donc, on devrait m'amener des enfants dans le Sud-Est et moi, je procède aux réinsertions. L'un des cas les plus houleux que j'ai eu à expérimenter, c'est après le goudou-goudou, on m'a envoyé des informations sur une fillette de 15 ans que je devais investiguer sur la famille. Cette fillette-là s'est retrouvée livrée à elle seule, une fillette de 15 ans. Et puis, on m'a fait savoir que la famille était dans le Sud-Est. Je ne vais pas dire où exactement, mais j'ai dû parcourir le Grand Sud pendant plusieurs jours afin de retrouver la famille de ces enfants-là, de cette fillette-là. Niveau, j'ai demandé, quand j'ai trouvé la famille, à partir des informations qui m'a été données, à la famille, combien d'enfants? Parce que le problème, c'est qu'on va pas donner directement ces informations-là à la famille. Il faut vraiment voir que cette famille-là reconnaît que elle a un enfant. Maintenant, la dame m'a dit que, en fait, la dame et le père, ils m'ont dit que, bon, oui, ils avaient une fillette qu'ils ont donnée à une tante, donc une sœur du père, à Port-au-Prince, mais ces enfants-là sont, en fait, toutes ces personnes-là sont mortes dans le goudou-goudou. C'est ce que le père nous a dit et la mère nous a dit. C'était plus de 3 ans après le goudou-goudou, après le tremblement de terre. Donc, selon la vie de cette famille-là, la tante et la fillette sont disparus dans le goudou. C'est-à-dire qu'ils sont morts 3 ans après. Alors que moi, j'ai les informations que la fillette est encore en vie. Comment est-ce que tu vas apprendre à un père, une mère, qui savait déjà que sa fille est morte depuis 3 ans, tu vas lui dire que je vais t'amener ta fille. Donc, c'était un choc pour moi d'établir ces informations-là, de mettre ces informations-là et au vu et au su de cette famille-là. Alors quand j'ai dit à la famille, ok, la fille n'est pas morte, la fille est là, je vais t'emmener ta fille. C'est comme si la fille était morte. Il y a une crise, il y a un scandale dans la famille. Parce que selon tout ce que la dame m'a dit, c'est que non, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Mais ils n'ont jamais vu le corps. On leur a seulement rapporté que la fille est morte. Ok? Je leur ai dit que non. On va me ramener la fille du côté de Jacmel et moi je vais vous ramener la fille. Donc personne n'avait cru que j'allais vraiment ramener la fille. Même moi personnellement, j'étais pas en contact avec la fille. On m'a seulement donné les informations et je devais investiguer sur la famille originale de cette fille-là. Donc on m'a ramené à un certain moment. Et moi j'ai eu à recevoir ma dose de choc aussi. Parce que moi je sais que je vais récupérer une fillette de 15 ans pour ramener à sa famille. On m'a ramené
une fillette de 15 ans à 6 mois de grossesse. Je te donne le temps de respirer. Ça, c'était mon lot. Mais c'est une dinguerie. On m'a ramené une fillette de 15 ans à 6-7 Après, mois de tu me grossesse. diras que ils ont pensé que l'enfant était mort, l'enfant est vivant, donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle en même temps. Parce que je ne savais pas que je devais transporter avec moi Une femme une fillette enceinte. Ouais, une fillette une de fillette 15 ans enceinte. enceinte. Imagine-toi si tu connais déjà ton pays, Je connais les dans les routes. routes, tu connais les routes. Je devais parcourir 44 kilomètres de routes scabreuses, en terre battue, à travers les rivières, les marécages, les forêts, pendant près de 6 heures. Ne me dis pas que c'est pas rien, s'il te plaît. Moi, ce qui me préoccupait le plus, c'était d'arriver à bon port avec cette fillette-là, parce que j'ai passé tout ce moment-là à essayer de digérer ce choc-là, de transporter un enfant, et je devais prendre toutes les précautions nécessaires parce que je ne connaissais pas vraiment les situations sanitaires de cette fille-là, avec un ventre que je devais, comment dire, protéger et amener à bon port sans cassure, et surtout dans la situation de la route. À un certain moment, j'étais à court d'eau pour moi-même. On était à court de nourriture. On devait rester ou peut-être chercher dans certains endroits où trouver quelque chose à manger et puis peut-être faciliter un certain moment de repos à cette fillette-là. Donc, après plusieurs heures de parcours à travers les montagnes et puis les rivières, routes scabreuses, on est arrivé, enfin. Et tu sais comment on fait chez nous quand c'est la fête, les fêtes champêtres, toute la communauté était venue voir. C'était pas que ils étaient contents de voir la fille, mais ils étaient venus vérifier si j'allais leur apporter un cadavre ou une personne vivante. Parce que personne ne voulait croire que l'enfant était, parce qu'après 3 ans sans nouvelles, et puis surtout ce que venait de Port-au-Prince faisant savoir que la fille a été retrouvée sous les décombres avec la tante, parce qu'on a retrouvé le corps de la tante après le coup d'eau. Tout le monde a dit que la fillette était sous les décombres. Donc c'était affaire classée dans la tête de tout le monde que la tante qui était confirmée était morte et la fillette aussi. Alors que moi, je l'ai ramené, c'est comme dire ramener un mort vivant. Mais en plus, avec un ventre de 7 mois à peu près. On était enfin arrivé à port et puis la première question du papa, parce que lui, il a été choqué aussi. Il m'a demandé, qui d'entre vous deux, parce qu'on était 2 ou 3, qui d'entre vous deux a engrossé sa fille? Parce que non seulement il s'attendait pas à ça, mais il a cru comprendre que ça, l'un d'entre nous était la cause, ou bien peut-être était le père de trucs comme ça. Donc on a dû peut-être faire une longue histoire autour pour Bah, mettre ça me en choque fait. pas, c'est un peu, on a trouvé la fille, je l'ai engrossée, qu'est-ce que je fais avec elle? Je trouve sa famille parce que l'affaire est trop pour moi, tu vois. C'est normal. Exactement. Ils Ton ont enfant, on te dit qu'il est mort, t'as 3 bonhommes que tu sais même pas d'où ils arrivent, qui te ramènent et ta fille voilà. enceinte. Il y a de quoi être trauma. Et encore, elle Voilà. n'est pas arrivée handicapée, estropiée ou je ne sais quoi. Tout Parce à fait. que j'en ai vu déjà estropiés à Haïti. Oh, en janvier, là, je dis à mon frère, mais attends, pourquoi en fait, comment dirais-je, le séisme date quand même. Et quand je suis arrivée en Haïti en 2000, je suis partie en Haïti 2 ans après, en 2012, c'était normal, c'était tout frais, tout était fracassé. Entre guillemets, je voyais les gens avaient tout, voilà, dans la rue et tout ça. Je retourne à Haïti en janvier de 2023.
non, décembre 2023, j'étais à Haïti et j'étais en voiture avec mon frère, hein, comme ça, on traversait le marché pas Miragouane, le marché de Fond-des-Nègres. On traverse Mhm. le marché de Fond-des-Nègres et j'ai dit à mon frère, c'est bizarre, il y a autant de gens estropiés dans le marché de Fond-des-Nègres. Mon frère me regarde, il dit, mais t'es sérieuse? J'ai dit, non, je suis sérieuse. Et là, mon frère m'a dit, mais c'est les gens du séisme, en fait. J'avais oublié. J'ai dit, mais c'est les gens, ils ont grandi, c'est tout. C'est les gens. En fait, c'est les gens qui étaient petits pendant le séisme. Maintenant, c'est des adultes qui ont toujours leur handicap, Mhm. tu vois. Donc, ils ne s'est pas coupé les pieds. Après, il y a beaucoup de gens, accident de moto, accident de voiture, pour un rien, on te coupe un membre, etc. Mais il y a beaucoup de gens comme ça. Et aussi des gens qui ont de strabisme. Énormément de gens qui ont un strabisme. Strabisme, c'est le fait de regarder voilà, que les yeux ne vont pas dans la même direction et tout. Et tout ça, c'est dû à des traumatismes du séisme. Sur l'âge, le profil et ce que font les enfants, moi j'avais bugué, j'ai clairement bugué sur le fait que la famille va choisir pour X raisons, l'enfant choisir. Va formater l'enfant qui va devenir l'enfant reste avec au sein de son propre foyer, avec ses frères et sœurs, etc. Mais cet enfant devient adulte. Cet enfant devient adolescent, devient adulte. Comment ça se passe cette coupure? À quel moment est-ce que forcément pour que ça s'arrête, il faut que ces personnes disent ben je pars, je finis à la rue ou qu'est-ce en fait c'est parce que là on parle beaucoup d'enfants, mais toi qui as pu suivre des personnes peut-être qu'ils ont grandi, comment ça s'arrête? C'est-à-dire c'est peut-être trop tôt de poser la question, mais parce qu'il y a des frères, des sœurs. Moi j'ai vu comment j'ai grandi avec mes frères et sœurs. Imaginons mère reste avec de mes frères et sœurs, de mes parents et tout. Je suis quand même la sœur. Je suis quand même, peu importe ton rôle, peu importe si tu sais le premier, le deuxième ou le troisième. Attends, Mais à un ce qui moment arrive, donné, c'est vous que grandissez. Tu grandis. Soit tu vas prendre le dessus, soit tu... Voilà, il se passe quelque chose à un moment donné. il y a sur le plan naturel ce qu'on appelle le rapport de force. Et le rapport de force, c'est non seulement physique, mais c'est aussi social, c'est conditionnel par rapport aux opportunités ou ce qui nous est offert ou peut-être les portes de sortie qu'on a pu retrouver ou qui nous est proposé. Et quand je parle de rapport de force, par exemple, un enfant qui a grandi en tant que reste avec et puis qui arrivé à l'âge de peut-être 17, 18, 20 ans, va trouver un petit boulot et va commencer à se faire un peu d'argent, la première chose, la première chose, c'est trouver une meilleure condition de vie. Et dans cette quête de meilleures conditions de vie, va commencer à s'installer en tant qu'individu, en tant que personne et s'affirmer en tant que tel. Et puis, bien entendu, va installer son autorité sur d'autres enfants ou d'autres personnes qui n'ont pas eu ce privilège-là. Encore ce même phénomène de reproduction de mentalité d'esclavage. Ceci, c'est pour te dire que c'est pas quelque chose de simple et de euh, bien défini. Il y a tout un ensemble de ramifications qui sont liées avec et qui pèsent sur la balance émotionnelle et comportementale de l'homme ou de l'individu dans un milieu social. C'est grave, mais ça montre, ça affiche à quel point notre société est malade. Et ça ne date pas de 20 ans, ça ne date pas de 30 ans, ça date de plusieurs dizaines et des dizaines d'années. Et c'est devenu, comment dire, naturel dans notre comportement. Donc, quelqu'un l'a mentionné en dessous, il faut nous rééduquer. Il faut nous rééduquer, et je ne parle pas d'éducation sur le plan classique, je parle d'éducation sociale. C'est-à-dire voir comment, et cette démarche d'éducation va nous montrer à quel point que notre société est malade. Déjà, le fait de le reconnaître, c'est un premier pas vers la solution, vers la guérison. Et comment entamer, bien entendu, des processus de guérison et qui va changer notre comportement, notre vision et notre façon de voir les autres, de regarder les autres. C'est ça, c'est en étant adulte. C'est en grandissant en étant adulte ou bien peut-être
en étant guéri. Et ce qui arrive, c'est qu'il y a des personnes qui grandissent, vieillissent et meurent avec ces séquelles-là, avec ces comportements-là, en n'étant jamais guéris. Les gains pour le grandir, pour le tourner au monde qui a pensé dans la vie, ça pour le décider. Ou bien le rete un va nu pied, ou bien le demander qui s'est passé, qui j'en pour la vie avancer. S'il a l'école une fois soudée, faut le connaître que dans les passés, moun tap marché avec tête baissée. L'enfouiller, chercher, questionner, les finit par prendre des idées comme dominant à dominer.